LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de Transportez-moi. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette émission, mais ici au Cap Griné, quelques kilomètres au nord de Boulogne-sur-Mer, en région Nord-Pas-de-Calais, il est environ 5 h du matin. Et regardez, en pleine campagne, au bord de mer, il se passe des choses étranges. Une vingtaine de personnes s'agitent autour d'un engin insolite. C'est un dirigeable à propulsion électrique. Dans moins de 2 heures, il décollera pour traverser la Manche. C'est une première, un défi mené par toute l'équipe de l'association Transocéan. Objectif, prouver qu'il est possible de voler sans émettre de CO2. C'est peut-être une nouvelle page de l'aéronautique qui est en train de s'écrire. Après un an de préparation, Pierre Chabert et Gérard Felzer, passionnés et experts en aéronautique, tentent d'établir un record mondial. La première traversée de la Manche avec pour seul mode de propulsion 2 moteurs électriques. Un vol périlleux de 40 km à bord de l'Iris Challenger 2, un dirigeable aux allures de soucoupe volante, 100% propre. Une aventure humaine et technologique qui s'inscrit dans l'histoire des pionniers de l'écomobilité. Sur Terre, dans les airs ou en mer, ingénieurs et visionnaires du monde entier tentent d'apprivoiser les énergies propres. De la jamais contente, une voiture électrique construite dès 1899 jusqu'au Planète Solar, gigantesque bateau photovoltaïque, rencontre avec ces passionnés qui ne cessent d'inventer la mobilité durable. Nouveau design, nouvelles technologies et nouvelles performances, le Zeppelin renaît de ses cendres. Vol touristique ou scientifique, transport de fret ou déplacement de charges lourdes, les applications ne manquent pas. Quels sont les avantages et les limites des ballons à hélium ou à hydrogène? Le retour du dirigeable, effet de mode ou véritable renaissance? Ouais. Allez, on y va. Hey, j'ai l'impression d'être cosmonaute, dis donc. On va sur le pas de tir. Alors tu sais ce que font les Russes? Ils prennent un brin d'herbe comme ça. Pour le lâcher pour les voir. cosmonautes. Non, non, non. Ils le respirent avant de partir. Parce qu'ils vont pas le sentir pendant longtemps. Un an dans l'espace et ils vont pas le sentir dans l'espace. Bon allez, c'est parti là. La recommande du dirigeable. Pierre Chabert, le dirigeant de Airstar. Gérald Felzer, je ne me présente plus, hein. Notre chroniqueur. Oui, heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là. Ouf. Je vais vous porter chance. Oui, oui, voilà. C'est comment chez toi? C'est dans l'estomac? Ouais, un peu la gorge sèche. Est-ce qu'à un moment dans la construction de ce projet, enfin, j'imagine vous avez pensé à Blériot évidemment, à la traversée de la Manche, est-ce que du coup tu arrives à se mettre un peu dans sa peau maintenant? Je pense que de toute façon au niveau du stress, de la sensation, ça devait être exactement la même chose. Sauf que nous on sait à peu près, il y a quand même une inconnue. L'inconnu, c'est ça le stress. C'est quand on ne sait pas ce qu'on va avoir. Christophe Colomb, Blériot, il savait à peu près où il allait se poser, mais son moteur Anzani, il tombait en panne à peu près toutes les 10 heures. Donc il avait cet inconnu. Nous, on a juste cet inconnu de l'atterrissage, des vents qu'on va avoir. On n'a pas de brume apparemment, donc ça devrait être bon. On part dans de bonnes conditions météo, c'est déjà formidable. Après l'arrivée, bon, on verra, on pourra se poser. Tu te mets à gauche. Oui, légèrement à gauche du phare. Tu te mets légèrement à gauche du phare, tu es au 300. Au 300. Donc je le vérifie en jetant quelques ballons. Okay. Le décollage est maintenant prévu dans moins d'une demi-heure. C'est l'aboutissement de 2 ans de travail. La tension a commencé à monter hier pendant les opérations de montage du ballon. L'occasion pour Gérard de nous expliquer comment fonctionne sa machine. Allez, on fait ça. Allez, ouais. Je t'embrasse, Nathalie. Et amusez-vous bien, hein. Profitez. Hein. Ouais, merci. Ça avance bien, il y a encore du boulot, mais enfin, ça progresse, ça progresse. Il y a 228 ans, un monsieur qui s'appelait Pilâtre de Rosiers a décollé d'ici pour l'Angleterre avec un ballon à gaz. Mais un ballon libre, c'est-à-dire qui part au gré du vent.
Eh bien nous, aujourd'hui, nous allons décoller sur un dirigeable qui plus est électrique et en plus complètement écolo. Il y a plusieurs façons de faire voler un ballon. On peut chauffer de l'air, à partir de là ça s'appelle une montgolfière, ou alors un ballon à gaz, et ce gaz doit être plus léger que l'air. Et on a le choix entre l'hydrogène qu'on peut fabriquer un petit peu partout, mais qui est inflammable, ou de l'hélium, c'est notre cas aujourd'hui, c'est plus sécurisant. Alors l'hélium, ça a quand même une particularité. Démonstration. Et ben voilà, ça donne une voix un petit peu particulière, mais enfin j'aimerais que ça dure pas trop longtemps quand même. Hein. Qu'est-ce que tu me dis? Ah c'est bien. C'est extraordinaire. Ah oui, si. Tiens. Ça bouge plus. Hein. Tiens. Déjà, c'est bien. 1, 2, 3. Y a pas de... Ça marche, c'est parti, c'est bon. Nous sommes en phase de remplissage, l'hélium arrive par ce tuyau et il nous faut 1 m3 d'hélium pour soulever 1 kg. Comme le ballon, pilote compris, pèse 500 kg, il nous faut 500 m3 d'hélium. Nous sommes en sustentation, mais comme on n'a pas encore fixé la nacelle ni les pilotes, il faut laisser le ballon. Ici, ce sont des bâches à eau, mais ça peut être des sacs de sable. Et pendant la guerre de 14, c'était les hommes du rang qui tenaient les cordes. Et il y en a même qui se sont envolés avec. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà le poste de pilotage. Alors, de quoi il s'agit? Pour chaque moteur, ici, on met plus ou moins de puissance sur chaque hélice. Et puis, on peut orienter les hélices en haut, en bas, ce qui leur donne une parfaite manœuvrabilité. Alors, la puissance, eh bien, elle donne des tours sur les hélices, et puis on arrive à aller jusqu'à 20-25 km/h. Et les positionnements des hélices sont actionnés par ce petit moteur électrique. Les batteries qui sont à l'intérieur du siège donnent à peu près 2 heures d'autonomie, ce qui devrait nous suffire pour la traversée de la Manche, sauf si on avait un petit vent de face. Ça serait embêtant. Posez à peu près là où vous êtes. Vous êtes pas mal. Montez. Bon ben voilà, on est prêt à partir, sauf qu'il manque un tout petit détail, il n'y a pas de carte. Et moi je pars pas sans carte. Donc je vais faire les bistrots, je vais essayer de trouver des cartes pour partir demain. J'ai pas du tout envie de me poser près de la centrale nucléaire. Surtout un écolo, on va dire qu'il a fait exprès, tu vois. Donc ça va s'arranger. Au moins pour le décollage. Là c'est parti, là c'est imminent. J'ai le trac pour eux un petit peu. Allez. Allez, on y croit. Bon, à tout à l'heure. Gérard, t'entends. Tu veux qu'on fasse un cap plutôt au 320, tu m'as dit? Ouais, plutôt parce qu'on a, tu vois, on a une dérive là qui nous porte vers le sud. Et je pense qu'il faut monter. C'est beau, hein? Ouais, on a une belle dérive hein, quand même. Hein. Ouais. Tiens, on est là. Tu vois le point bleu? Ouais. Voilà, il nous reste tout ça à faire. Bon, ben, c'est pas gagné. Hein. L'année 1909, un prix de 25 000 francs est créé pour l'aviateur qui, le premier, réussira à traverser la Manche. Traverser la Manche, un défi pour de nombreux aventuriers. Ce 25 juillet 1909, Louis Blériot, blessé après son 30e accident d'avion, réalise enfin l'exploit. Il franchit les 38 km qui séparent la France de la Grande-Bretagne en une demi-heure.
Ayant recueilli le prix de 10 années d'efforts et de labeur, Louis Blériot est fêté à Londres comme un souverain. Celui que l'on surnommait le roi de la casse devient le père de l'aéronautique. Un siècle plus tard, son appareil, le Blériot 11, orne désormais un musée parisien aux côtés d'autres innovations léguées par des pionniers de la mobilité. À partir du 19e siècle, la vapeur puis le moteur thermique bouleversent les transports. Les transports ont connu des révolutions, notamment à partir de l'ère industrielle. Et de ce point de vue-là, il y a une augmentation exponentielle des déplacements, des besoins de déplacement. C'est-à-dire que c'est un complexe, un écosystème de mobilité qui se met en place et qui exige une plus grande rapidité, une plus grande performance. Étonnamment, la première voiture à passer la barre des 100 km/h est électrique. En 1912, un tiers du parc américain roule à cette énergie. Malgré des débuts encourageants, l'ancêtre de la voiture propre ne séduit pas. Déjà des problèmes de temps de charge, d'autonomie réduite. Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que l'écologie entre en scène. Ce qu'il a créé, c'est véritablement tout d'abord les nécessités liées à la pénurie. Et donc on va rechercher par exemple des véhicules consommant moins d'énergie à partir du premier choc pétrolier, donc à partir de 1973. Et là vont se juxtaposer deux problématiques qui vont finalement fusionner, celle de l'économie d'énergie en soi et celle aussi de la préoccupation environnementale qui émerge. Dans le monde entier, une nouvelle race d'ingénieurs et de passionnés s'active pour apprivoiser les énergies propres. Sur Terre, en mer ou dans les airs, l'électrique, l'éolien ou le solaire offrent des perspectives prometteuses. Comme cette soucoupe des mers, le plus grand bateau solaire jamais construit. 500 mètres carrés de cellules photovoltaïques lui ont permis d'accomplir le premier tour du monde uniquement alimenté par l'énergie du soleil. Le Planète Solar a sillonné le globe pour mesurer les courants marins. Une mission qui exigeait un navire non polluant. Il termine son périple en remontant la Seine de Paris à Rouen. Ok, d'accord. Sur la gauche, je vois une petite vedette qui est mouillée après un ponton. C'est pas ce ponton-là. Le capitaine, c'est Gérard d'Aboville. Le premier homme à avoir traversé l'Atlantique à la rame en solitaire fait face cette fois-ci à un autre challenge. C'est vraiment un exercice de gestion pour ne pas tomber en panne d'électricité, étant entendu que plus on va vite, plus on consomme. Donc finalement, l'exercice, c'est de régler notre vitesse en fonction de ce qu'on a dans les batteries et des perspectives d'ensoleillement qu'on a pour aujourd'hui, demain, après-demain. Il se passe quoi là? À bord, la cuisine, éclairage, chauffage, ordinateur ou instrument de navigation, tout fonctionne grâce à l'énergie photovoltaïque. Le catamaran de près de 100 tonnes dispose d'une autonomie de 300 km. Sa vitesse est celle d'un voilier, la puissance du moteur, celle d'un scooter. C'est un bateau qui avance sans bruit, sans vibration. Et au début, c'est un peu, non pas troublant, mais amusant, intéressant. Les débouchés du solaire dans le domaine maritime demeurent pour l'instant limités. Ce bateau, je ne le considère pas comme le bateau du futur. C'est plutôt une énergie pour des installations fixes dont les panneaux sont orientés en fonction de l'angle d'incidence du soleil, etc. Voilà. Après 19 mois de navigation, le bateau a gagné son pari. Démontrer que la maîtrise du solaire est à un niveau de pointe technologique. D'autres ont fait le choix de former les plus jeunes à la mobilité durable. Nantes, lycée de la Joliverie. Le professeur Mindru dirige le BTS mécanique automobile. Depuis 30 ans, il conçoit des véhicules avec ses élèves pour prendre part à des courses automobiles. Baptisée CityJoule, cette voiture électrique est championne du monde de la plus faible consommation énergétique. Monsieur Mindru et ses équipes pensent avoir trouvé la formule magique. La voiture, elle pèse 80 kg. Et avec le pilote réglementaire à 70 kg, c'est une voiture qui fait 150 kg. Pour consommer le moins d'énergie possible, la voiture est allégée au maximum. Sa silhouette de goutte d'eau permet de diviser par 3 la résistance dans l'air. De même, ses pneus prototypes diminuent les frottements sur la chaussée. Un régime minceur qui permet à la CityJoule de parcourir 1400 km avec seulement l'équivalent d'1 litre d'essence. Le professeur Mindru a fait de ce projet son outil pédagogique le plus efficace.
Il y a d'abord un objectif technique, c'est-à-dire être capable d'appliquer les cours théoriques sur un objectif très scientifique, et puis aussi les responsabiliser à la dépense énergétique, les responsabiliser au futur, leur faire prendre conscience que l'énergie, c'est un produit fabuleux et qu'il faut absolument l'utiliser avec parcimonie. Une prise de conscience qui suscite des vocations. C'est sûr qu'il y a une démarche pionnière dans le sens où on part sur un système de pile à combustible qui a été étudié déjà mais qui n'a jamais été mis en œuvre. Et nous, notre but, c'est vraiment de faire de la recherche dessus, d'optimiser le système, augmenter les rendements pour un jour voir ces systèmes-là dans des véhicules de tous les jours. Pour sa première séance de pilotage, Jonathan est tendu. Un peu de stress, j'ai pas envie de l'abîmer. Mais sinon, je pense que ça va être marrant. Et pour cause, donc je t'attache. La Cityjoule coûte la bagatelle de 100 000 €. T'appuies sur le frein, appuie sur le frein. Freine. Qui sait, elle figurera peut-être un jour au panthéon des véhicules pionniers de l'écomobilité. Là, tu tires sur le... Là, tu tires avec moi. Tu peux pas lâcher un peu d'hélium? Il va falloir, oui. Et là, on va continuer à monter comme des cons et on va user notre truc. Là. Et en tirant sur la ficelle, avec le soleil, c'est sûr hein, qu'on allait chauffer. Hein. Gérard de Romain. Oui, je t'écoute, Romain. Tu as un problème moteur, c'est ça? On a une avarie moteur, ouais. Je pense qu'on va la résoudre, mais pour l'instant, c'est pas résolu. Donc c'est le gros bateau qui prend le relais, on leur demande. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de contact avec le bateau. Il faudrait qu'il vienne vous rejoindre. Normalement, je vais lui demander de prendre contact avec vous. Il doit y avoir un souci sur votre radio. Vérifiez-la. Nous, on arrive à dialoguer avec eux. Oui, Sabine. Gérard, ça va? Écoute, oui, le ballon gonfle beaucoup avec le soleil, donc on est obligé de lâcher de l'hélium. On est à 18 000 des côtes, on ne les voit toujours pas. Et le bateau sauvetage est tombé en panne. Le bateau de sauvetage est tombé en panne. Parce que là maintenant on peut compter que sur nous-mêmes, on n'a plus de bateau de secours, donc on va faire avec. Voilà, écoute, on espère arriver d'ici une bonne heure facile. Et vous arrivez à prendre un petit peu de plaisir ou vous êtes dans le stress déjà de l'atterrissage? Non, là pas vraiment le temps de penser à la gaudriole ni au plaisir. Voilà, à tout de suite. Le bateau de sauvetage est tombé en panne. Cette opération-là, c'est la première étape d'un projet beaucoup plus vaste. Ah bah oui, le projet est beaucoup plus... Transmanche, Transméditerranée l'année prochaine. Ouais. Et transatlantique. Ça, c'est le grand challenge. Le Graal, ouais. D'accord. Et l'objectif de toute cette opération, de ces différents challenges, c'est de prouver ou de réhabiliter le dirigeable. Réhabiliter et puis prouver surtout que sans pollution et avec du matériel en électrique par exemple, on sait que maintenant, si on arrive à faire une traversée de la Manche, on peut mettre 10, 15 personnes, 30 personnes, faire du dirigeable un peu plus sophistiqué pour faire des grandes traversées. C'est pas facile parce qu'il y a des souvenirs d'un dirigeable qui a brûlé. Dans la tête Hindenburg, le fameux, le célèbre, les gens, bien sûr. Quand on leur parle de dirigeable, ils sont tous là-dedans. C'est ça en fait qui a sonné la fin. C'est ça qui a sonné un petit peu la fin du dirigeable, parce que quand on regarde l'histoire, mais les dirigeables, que ce soit pendant la guerre, ça a été très 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 utilisé. Réhabiliter le dirigeable, ça semble possible. Beaucoup de projets existent. Regardez. Je vais enlever pas mal d'air, on va voler bas. On pourrait croire à une image d'archive, et pourtant nous sommes bien en 2013. Voici le Zeppelin NT, un dirigeable allemand nouvelle technologie. À Pontoise, en région parisienne, c'est une véritable compagnie aérienne qui se charge de son exploitation. Ici, des vols touristiques. C'est un petit peu particulier parce qu'en fait, 2 d'entre vous vont embarquer et 2 passagers du vol précédent vont débarquer pour garder un équilibre au niveau du poids. Pour un vol en dirigeable, le protocole est strict.
Avec un aéronef de 75 mètres de long chargé d'hélium, il faut impérativement équilibrer le poids de la charge. Seuls 8 voyageurs maximum peuvent embarquer. Direction le château de Versailles. Ici de la Défense, la Tour Eiffel et then Montparnasse. Calme et lenteur, à 300 mètres d'altitude en moyenne. Comptez tout de même jusqu'à 650 € pour 1 heure de survol d'exception de l'ouest parisien. C'est quelque chose qui a vécu, qu'on n'a pas eu le temps de connaître et qu'on pensait ne pas connaître. Sauf que là, on a l'occasion de le connaître. Donc c'est juste génial. Comme un saut dans l'histoire, on repense à l'Hindenburg, qui fit la fierté des Allemands au début du siècle, jusqu'à l'accident dramatique de 1937. La firme attendra plus d'un demi-siècle avant de se décider à réhabiliter le Zeppelin. C'est la résurrection d'une légende et en même temps un appareil tout à fait moderne puisqu'il est équipé des toutes dernières technologies de l'aviation, la toute dernière avionique. Le dirigeable présente de nombreux avantages. Le premier, c'est la lenteur. Aujourd'hui, la lenteur devient un élément qualitatif. Le deuxième avantage, c'est son autonomie. 20 heures en moyenne, sans vibration et presque sans bruit, ce qui permet de l'équiper de matériel scientifique. Le Zeppelin est alors tout indiqué pour des missions d'études et d'observation. Comme en mars 2011, où un appareil a survolé Paris pour mesurer la radioactivité. Mais les contraintes sont nombreuses. Hormis un coût d'exploitation élevé et une infrastructure lourde, le souci majeur, c'est la météo. Impossible de voler s'il y a trop de vent. Je pense que la première application la plus évidente, en tout cas dans les 5-10 prochaines années, ce serait le transport de fret en dirigeable. Encore faut-il concevoir de plus gros porteurs techniquement viables. Car on est encore loin de pouvoir transporter plusieurs tonnes de conteneurs en ballon. C'est l'objectif du projet Voliris, un aéronef hybride intermédiaire entre avion et dirigeable. Derrière cette manette, un simulateur. Des ingénieurs travaillent à la conception d'un engin aérodynamique capable de pallier les limites du dirigeable actuel. Donc là, vous avez un prototype qui préfigure le gros porteur de fret, c'est-à-dire le gros porteur de conteneurs, avec une configuration très spéciale de l'enveloppe par rapport à un dirigeable classique. Le prototype fonctionne avec un moteur diesel et une enveloppe remplie d'hélium. Problème, c'est un gaz rare et cher. Il devrait donc à terme être remplacé par l'hydrogène, lui-même controversé car inflammable. Si vous voulez, nous, on ne cherche pas forcément à convaincre les gens de notre démarche. Nous, on part du principe qu'à terme, les énergies fossiles ne seront plus disponibles. Donc, de toute façon, il faudra bien trouver une alternative. Donc, le problème ne posera pas de savoir si c'est dangereux ou pas. Le problème sera de savoir si on peut s'en servir ou pas. Et nous, on fait en sorte qu'on puisse se servir de ces énergies nouvelles dans un futur proche. Nous ne sommes pas des industriels, nous sommes des chercheurs. Donc il y aura un moment donné où il nous faudra trouver un industriel capable d'industrialiser ce concept. En attendant, seuls quelques privilégiés pourront profiter des vols touristiques. Et qui sait, un jour peut-être, rallier eux aussi l'Angleterre au gré des vents. Non, là on attend là. Là on est à l'aérodrome du Boulonnais et on attend. Aucune nouvelle. Non. Bah oui, non, c'est sûr, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Le soleil, On a gagné. C'est bon ça. Tu l'as fait. Putain. Bravo Gérard. Grâce à vous tous. Équipe merveilleuse. On vous racontera parce que vous êtes attendus, mais ce que l'on a vu. Tu vois, tu m'as porté chance. Bravo. Tu vois, C'était pas gagné. Ouais, on t'a senti tendu quand on est au téléphone. C'est fier aussi. On a failli revenir en vol finalement. Et quand est-ce que vous vous êtes dit, yes, ça y est, c'est gagné? On s'est dit quand on a commencé à voir la côte,
Le vent soufflait vers la côte, alors pas tout à fait là où on voulait aller, mais il soufflait vers la côte. On s'est dit, même si on tombe en panne maintenant, on n'ira pas forcément où on veut, mais on va y aller. Nous, on est allé où on voulait. Ouais, on a choisi le point numéro 2, on est allé au point numéro 2. Quand on commençait à voir la côte 20 minutes avant l'arrivée, on savait qu'on arriverait sur la Terre, mais peut-être pas en entier. C'est-à-dire qu'on risquait de cracher le truc si le vent se levait. Dans cette aventure, il ne faut pas lutter contre le vent, il faut faire avec le vent. Ah, c'est tout en douceur, ça, c'est agréable. On peut regarder le bateau en dessous, on peut... L'intérêt du vol en ballon, surtout à ces vitesses-là, c'est que c'est que du plaisir, c'est tout en douceur. Là. Bon, on n'a pas eu le temps vraiment d'en jouir, hein, parce qu'on était préoccupés par l'atterrissage. On est un peu concentré, on prend moins de plaisir parce qu'il faut corriger son cap en permanence, le vent change. On a vu avant d'arriver des vents qui ont un peu différents, on s'en rend compte parce qu'on a un petit effet de balançoire quand ça se produit. On est une petite bulle d'air, mais voilà. Et donc quasiment un oiseau sans défense. Hein. Donc on est porté par le vent, donc on dérivait quasiment à 90 degrés comme un voilier. Et puis on a fait ce qu'on a pu pour arriver sur l'un des 4 points que hier soir à minuit on avait décidé de calculer. Et on s'est débrouillé à vue, hein, à l'ancienne. On a vu un champ, on se pose. Et voilà, et l'équipe est arrivée, c'est bien. Il y a des chevaux là-bas, ils veulent pas. Ça fait trop plaisir de vous voir. Ouais, c'est super. On a déstressé sur le champ, 10 minutes. Sur le champ à l'arrivée. Ouais. Ouais. Prochain rendez-vous, Transméditerranée. Ouais, on a fait aujourd'hui Blériot, Transméditerranée, on va se faire Roland-Garros, et puis après l'Atlantique, on va se faire Lindbergh. D'accord, donc 2014 la Méditerranée, 2015 l'Atlantique. Voilà. Et le mois prochain, le nouveau numéro de Transportez-moi. Ah oui, j'avais oublié. Comment on va faire? Comme ça. Ah bah voilà, allez. Allez, hop. Attends, j'arrive. Sauf que l'hydrogène, il faut pas fumer dessus. Pas terrible. Ouais, c'est confortable. Et on peut dire que c'est confortable, à peu près. C'est ça que tu veux? Ah, mi amor. Dis me cherche. Ouais, mais c'est complètement con, là. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Il me fait par la route, il est nul. LCP Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.